Yaurana, Annege et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Quel est le point commun entre Bora Bora, Punaoya, Haapiti et Papeete? Si vous ne savez pas, ce sont 4 communes qui ont un assainissement collectif public en service. Entre infrastructures techniques, enjeux sanitaires, respect des normes et gestion publique, c'est tout un défi que les communes, les services du pays et les sociétés spécialisées relèvent au quotidien. Aujourd'hui, on va parler du traitement de nos eaux usées avec nos invités. Étienne Taramini, chargé d'affaires à la direction de l'environnement, Yarana. Yarana. Timeri Somers, directrice de la DCA, la direction de la construction et de l'aménagement, Yarana. Yoranari. Heipua Kervela, ingénieur au sein de la CMT Orano Ananhei, qui gère la station d'épuration de Papeete. Yoranari. Et enfin, Nicolas Bertolon, président directeur général de la SEM Veitama en charge de l'assainissement à Punaoya et un peu à Faa. Yoranari. Alors déjà, on va essayer de savoir de quoi est-ce que l'on parle aujourd'hui. On parle des eaux usées. Heipua, c'est quoi les eaux usées justement? Alors merci de poser cette question que peut-être pas beaucoup de personnes se posent. Alors les eaux usées, c'est ce qu'on utilise au quotidien, que ce soit à la maison, au bureau. Donc c'est l'eau qu'on utilise, donc soit par la douche, le bain, la vaisselle, l'eau qu'on consomme domestiquement pour l'hygiène. Quand on va aux toilettes, par exemple, on tire sa chasse d'eau et en fait, tous nos polluants organiques, corporels qu'on met dans cette eau du robinet, et ben en fait, c'est de l'eau usée qu'on a utilisée. Donc si on comprend bien, une station d'épuration, c'est censé récupérer ces eaux et faire en sorte que ce soit de meilleure qualité à la fin, mais il n'y en a pas à la maison, donc ça veut dire qu'on a des fosses septiques, c'est un peu la station d'épuration de la maison? Alors ben oui, pour partir de la base, donc à la maison, hein, quand tu vas aux toilettes, tu tires ta chasse d'eau une fois que tu as fait tes besoins. C'est vrai qu'on ne se pose pas trop la question de qu'est-ce qui se passe après. Donc ces eaux usées, elles ne doivent pas aller directement dans le milieu naturel. Donc c'est pour ça qu'il y a des réglementations qui imposent en fait la mise en place de fosses septiques à la maison ou à plus grande échelle quand il s'agit d'une résidence, d'une microstation d'épuration. Et encore à plus grosse échelle au niveau d'une commune, d'une collectivité, c'est la mise en place d'une station d'épuration collective. Alors on s'en doute bien, hein, l'assainissement, ça a une importance pour la DIREN, mais concrètement, Étienne, quel est aujourd'hui l'état global de l'assainissement des eaux usées en Polynésie française? Alors, dans le cadre de la politique de l'eau du pays, donc la DIREN a en charge la coordination. On a un suivi de toutes les actions en matière d'assainissement des eaux usées. Alors, on parle d'assainissement des eaux usées domestiques, mais il y a aussi les eaux usées industrielles. La direction de l'environnement, elle est en charge de tout ce qui est au rejet des installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement ou aussi au niveau incendie. Voilà. Donc nous, on établit des seuils de rejet et dans le cadre des arrêtés d'autorisation, on peut opérer des contrôles. Voilà. Ensuite, on a effectivement les eaux usées domestiques. Donc ça, ce sont les communes qui sont compétentes en la matière et qui vont établir leur schéma directeur et mettre en place l'assainissement autonome ou l'assainissement collectif. Et donc en Polynésie française, on a 9% de la population qui est connectée à un réseau d'assainissement collectif. Alors effectivement, je suis tombé sur des chiffres et j'ai vu qu'en 2013, si je ne me trompe pas, c'était dans les alentours d'un petit peu moins, 8% à peine. Finalement, ça représente quoi ce chiffre? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que la DIREN pourrait nous dire sur ce chiffre? Alors, c'est très important. L'assainissement collectif s'est développé d'abord dans les zones touristiques et urbaines. Tu as cité Bora Bora, il y a Moorea, et puis surtout la zone urbaine, Papeete et Punaoya. C'est très important puisque c'est là où se concentre une bonne partie de la population et c'est là où les rejets ont un énorme impact. Dans les parties plus rurales, on a un habitat diffus et donc l'assainissement individuel est adapté pour le traitement de ces eaux usées. Donc c'est important, on parle de 9% connectés à un réseau collectif. Évidemment, on n'oublie pas toutes les autres installations individuelles qui prochainement devront être suivies et contrôlées par les communes, puisque c'est les communes qui sont compétentes en la matière sur tout ce qui est eaux usées domestiques. Justement, on parlait de dispositifs collectifs. Je me tourne vers toi, Nicolas, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une SEM? Une SEM, en fait, c'est simplement quelque chose de très classique. Il en existe dans le domaine de l'assainissement, mais il en existe dans d'autres domaines. Beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, que TNTV est aussi une SEM. Et ATN, Air Tahitini est aussi une SEM. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une société d'économie mixte. Économie mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les capitaux sociaux,
de cette société, il y a une part de capitaux qui sont publics et une part de ces capitaux qui sont privés. Alors, effectivement, peut-être ma question n'était pas assez précise quand je parlais de SEM, c'était surtout les SEM vis-à-vis des stations d'épuration. Donc là, on parle de 2 SEM qui sont représentés autour de ce plateau, donc celle de Veitama à Punaouia et celle de Teorano à Nanhei. Si tu veux, Harry, c'est un choix qui a été fait à l'époque. C'est un choix d'avoir mis en place une entité juridique telle que ces SEM pour pouvoir gérer. Mais aujourd'hui, quand on voit l'évolution réglementaire, il est tout à fait possible de pouvoir créer d'autres choses. Dans d'autres communes, dans d'autres collectivités, ils ont créé ce qu'on appelle des SPL, des sociétés publiques locales. On pourrait aussi créer d'autres structures juridiques pour pouvoir les prendre en charge. Comme je sais que pour les 3 communes urbaines de Papeete, Pirée et Aroué, ils sont en train de réfléchir pour, à travers leur communauté de communes, de passer directement en régie au sein de leur Comcom. Mais ça, c'est un choix politique après. Alors justement, c'est quoi la fonction que ce soit de Veitama, de la SEM Teorano à Nanhei? C'est quoi vos fonctions concrètement? C'est une fonction de gestion et de veiller à faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Et que les choses, on est beaucoup plus là en termes de gouvernance et de gestion en direct, en sachant bien que après, là aussi, c'est un choix. Nous, à Veitama, par exemple, on a fait le choix, enfin à l'époque, parce que ça date du début des années 2000, le choix a été fait d'externaliser beaucoup de prestations. Tout ce qui est gestion opérationnelle et technique de la station d'épuration et la gestion du réseau est délégué à un prestataire. Mais au sein même de la SEM, il y a beaucoup plus une gestion de tout ce qui est administratif et juridique du fonctionnement de la SEM. Et pour mieux comprendre finalement chaque entité, on va terminer avec la DCA. De quoi s'occupe concrètement la DCA, Timeri? Donc la direction de la construction et de l'aménagement est en charge de délivrer l'ensemble des autorisations en matière de travaux immobiliers. Et donc pour ce qui concerne notre sujet actuel, on va vérifier dans le cadre de la conception des projets qu'ils sont bien dimensionnés vis-à-vis des rejets, des polluants. Et on va également intervenir après travaux pour attester la conformité des travaux qui ont été autorisés, ceux qui ont été réalisés sur le terrain. Et donc, c'est sanctionné du coup par un certificat de conformité qui est délivré par la direction de la construction et de l'aménagement. Donc, tous ces contrôles, toute cette gestion, c'est ce qui rend finalement chaque entité présente autour de ce plateau nécessaire, voire obligatoire pour un bon fonctionnement? Oui, complètement. On est tous complémentaires et c'est vrai qu'on va concourir à faire en sorte d'avoir un environnement qui soit le plus viable possible et dans le respect justement des réglementations qui sont en vigueur. Et toi, ton quotidien, finalement, en tant qu'ingénieur au sein de la SEM Teorano à Nanhei, c'est pas très glamour, mais c'est les odeurs, les résidus, c'est ça? Comment est-ce que tu décrirais ton quotidien et surtout ta fonction? D'accord. En fait, pour compléter et rebondir un peu sur le sujet des SEM, donc moi je travaille dans une SEM d'économie mixte. En fait, la particularité, c'est qu'elle est avec un capital majoritairement détenu par la collectivité. Et en fait, on est délégataire d'un service public. Parce qu'en fait, au niveau des communes qui ont la compétence, la commune a le choix soit de gérer elle-même son service en régie, ou soit de le déléguer à une société de droit privé ou une société de droit mixte. Donc, dans notre cas particulier de SEM, c'est qu'en fait, on a une gouvernance complètement gérée par les élus de la collectivité. Donc moi, mon quotidien, c'est de gérer justement la partie administrative et financière. Je ne suis pas tout le temps la tête dans les OIZ, mais c'est vrai qu'il y a un quotidien, on participe justement au financement, parce que les travaux de premier établissement, ce sont des financements très très chers qui coûtent plusieurs milliards à l'investissement pour construire les réseaux de collecte et une station d'épuration. Donc, j'ai participé à toute cette partie de recherche de financement. Donc, ce sont principalement des subventions publiques, à hauteur de 80-90% qu'on a pu obtenir il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les subventions se font à des taux un peu moins intéressants. Mais il y a une partie recherche de financement, une partie bureau d'études où on consulte, on fait des études de conception. Il y a la partie construction. Et aujourd'hui, qu'on a développé un réseau et une station, il y a toute la partie exploitation avec... certes, quelques nuisances qu'on essaye au maximum de réduire. Donc, une station d'épuration, ça traite les eaux usées, ça traite aussi les odeurs. On a des procédés qui permettent de traiter les odeurs. Donc, tout est dans un environnement fermé, avec des extractions d'air, un traitement de l'air de type biologique. Donc, ça paraît pas glamour comme ça, mais il y a de très hautes technologies qui sont mises en place et des technologies qui peuvent être innovantes et limite, la station de Papeete en tout cas, je vous invite à la visiter. On a mis en place des technologies très innovantes
pour la Polynésie. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de pouvoir visiter celle de Punaouia. Je me tourne vers toi, Nicolas, pour savoir comment est-ce que ça fonctionne concrètement quand on est relié à ce réseau. Donc, de la maison jusqu'à la station d'épuration. C'est pas juste un tuyau qui relie les deux. Non, complètement. Mais surtout, je voulais rebondir sur deux éléments. Le premier élément, c'est par rapport au ratio que Étienne a mis en avant tout à l'heure pour parler de l'état de l'assainissement en Polynésie française. Et il parlait d'un ratio de 9%. C'est vrai, hein, ça paraît peu comme ça. Mais ramené à la dimension de commune, on prend l'exemple de Punaouia. Nous, à Punaouia, on est quasiment à 60% de taux de raccordement de la population. Ça, c'est une réalité. Bon, après, c'est vrai aussi, c'est que ça a commencé au début des années 2000, ça fait presque 25 ans maintenant encore. C'est le fruit de ce travail-là, d'une part. Et ensuite, d'autre part, Reipo a parlé des différents impacts que ça peut avoir, et elle a absolument raison. Je veux dire, on appelle ça les nuisances olfactives. C'est une réalité, quoi. Je dis, il faut imaginer que quand tu as visité la station d'épuration, j'aime bien dire aux gens, quand vous rentrez dans une station d'épuration, ben, écoutez les amis, quand vous rentrez dans vos toilettes, ça ne sent pas fatalement la rose. Pensez simplement que quand vous rentrez dans une station d'épuration, c'est les toilettes. Punaouia, 30 000 habitants, 60%, ben, écoutez, c'est simple, hein, ça fait quelque chose comme à peu près 18 000 personnes. Et vous rentrez dans les toilettes de 18 000 personnes, quoi. Alors là, dites-vous bien que vous allez fatalement rentrer dans un endroit où ça sent les toilettes, quoi. Tout simplement, quoi. Hein, Et du coup, comment ça fonctionne concrètement? Ouais, concrètement, ben, tout, comme Heipo a expliqué tout à l'heure, hein, tous les administrés qui utilisent leur lavabo, leur douche, tout ce qui est eau potable qui arrive dans leur structure privée, lorsqu'ils les rejettent, ben, ça part dans des canalisations. Et il y a deux systèmes. Il y a un système qu'on appelle un système gravitaire par rapport au positionnement de l'habitation et par rapport à l'altimétrie de la station d'épuration. Ben, de façon naturelle, ça s'écoule directement à la station d'épuration. Mais ce n'est pas le principal. Hein. Le principal, ces eaux vont dans des canalisations, ensuite sont récupérées dans des espèces de grosses fosses qu'on appelle des postes de relevage, des postes de refoulement, où il y a des espèces de pompes qui fonctionnent avec de l'électricité, des grosses pompes, et qui, à un moment donné, arrivent à une certaine hauteur, s'enclenchent automatiquement et se mettent à pomper ces eaux usées pour les amener dans une canalisation principale qui va vers la station d'épuration. Ce qui fait qu'un réseau d'eau usée est constitué de deux canalisations, des canalisations gravitaires et des canalisations sous pression. C'est pour ça que de temps en temps, à certains endroits, quand on a des prestataires qui interviennent, il faut à chaque fois qu'ils préviennent qu'ils interviennent. Pourquoi? Parce que s'ils s'amusent à aller chatouiller les réseaux, ben des fois, en cassant le tuyau, ils finissent par découvrir un geyser. Mais ce n'est pas un geyser d'eau pure. Parce que la canalisation en question est une canalisation d'eau usée sous pression. Alors, en prenant en compte tout ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'Étienne, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, toutes les zones ne peuvent pas forcément être desservies de la même manière. Donc, quelqu'un qui est au fin fond d'une vallée, par exemple, ne pourra pas forcément être mis dans ce collectif. Voilà. Alors, il y a aussi des raisons économiques. Ça coûte très cher, hein, ces travaux à des dizaines de milliards. Hein, sur Punaouia, c'est plus de 5 milliards. Donc, effectivement, sur un habitat qui est peu dense, on a le sol qui a cette fonction d'auto-épuration. Il y a la fosse septique donc, pour capter les matières en suspension. Et ensuite, il y a le drain d'épandage ou le sol qui va permettre la fin du traitement. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Et le but, c'est quand même de mettre en place des systèmes qui soient robustes et qui ne soient pas trop coûteux pour les ménages. Après, effectivement, quand il y a des lotissements, ils peuvent se réunir et avoir une petite station d'épuration qui nécessite par contre là un entretien par des professionnels et puis aussi la vidange des boues et le traitement des boues. Alors, autre chose à prendre en compte vis-à-vis de ce réseau, il y a aussi la densité de la population. Donc, ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la nature des sols, la présence de nappes phréatiques, Timéry. Ça veut dire que c'est pas juste, on se dit, en fonction de la gravité ou quoi que ce soit, il y a aussi beaucoup d'autres choses à voir en fonction de la terre où est-ce que l'on est. Exactement, et c'est le rôle des agents, des techniciens en charge de l'hygiène de construction basée à la DCA. Et donc, il faut savoir que pour choisir sa filière d'assainissement, il y a tous les critères que tu as annoncés qui sont à regarder. Donc, notamment la nature des sols, donc la perméabilité justement des eaux. En fait, on va regarder déjà si l'eau arrive à s'infiltrer dans le sol. Et donc, pour ce faire, on fait soit des tests de percolation ou des essais Lefranc quand il y a... Et ensuite, très simplement, ce qu'on demande aux gens, c'est de faire un trou de 2 mètres environ et de voir s'ils observent la nappe ou pas. Et donc, en fonction de la présence du coup, d'une nappe d'eau, on ne va pas infiltrer les eaux dans le sol. Donc, on va soit partir sur des systèmes d'épandage. Donc, l'épandage, en gros, grossièrement, c'est à la sortie de
de ta fosse toute eau, après le traitement, on va épandre, on va dans des drains, pardon, les eaux qui auront été pré-traitées. Et ensuite, s'il n'y a pas de présence du coup de nappe d'eau, on pourra passer sur un système de puits d'infiltration. Et donc, tous ces critères-là sont observés de façon individuelle, parce que chaque terrain a ses caractéristiques, est un cas particulier. Et donc, c'est le travail de l'ensemble des agents d'hygiène des constructions de la DCF. Et c'est ce que vous voyez en fait ensemble lorsque on vous fait une demande de permis de construire, par exemple. Exactement. Et c'est pour ça que ça peut prendre du temps, parce que chaque dossier est un cas particulier. Et justement, le traitement, le mauvais traitement ou un traitement insuffisant, on le sait bien, peut apporter de graves conséquences. Lesquelles, Hippoua? Alors, un mauvais traitement, si on parle directement de la nappe, c'est qu'en fait, un mauvais traitement, ça signifie que les polluants qui sont présents dans les eaux usées, elles se retrouvent dans la nappe d'eau. Il faut savoir qu'on est une île, donc la nappe d'eau communique avec les eaux des rivières, avec l'eau de mer. Donc tout simplement, ça apporte des problèmes de pollution sur l'environnement, des problèmes d'hygiène sanitaire, parce que c'est porteur aussi de maladies. Donc les eaux usées, c'est plein de microbes, plein de bactéries qui peuvent apporter des maladies, qui peuvent apporter des nuisibles, type rats, cafards, etc. Donc c'est un problème vraiment global, quoi. De santé publique. En plus de ça, donc on parle de santé. Tu voulais rajouter quelque chose, Nicolas? En fait, la réalité, c'est ça. C'est que je pense que beaucoup de gens ne prennent pas conscience de ça. C'est que on le voit, même si nous, dans nos communes, que ce soit Papeete ou Punavia, on a un réseau collectif et on a une proportion encore de ce qu'on appelle des ANC, des réseaux d'assainissement non collectif. On se rend compte dans la plupart des émissaires, pas des émissaires, comment on appelle ça, des réseaux d'évacuation d'eau pluviale. Où l'eau, par définition de pluie, elle n'est pas chargée de polluants, c'est l'eau qui tombe du ciel. On se rend compte que dans ces dallos d'évacuation d'eau pluviale, on voit des rejets parce qu'il y a des habitants qui ne prennent pas conscience de ça. Ils ont des éviers ou même le rejet de la machine à laver. Ils rejettent ça directement dans le dallo en question et ça finit où? Il faut que la population, à un moment donné, ils prennent conscience de ça. Ça finit dans le lagon. Et dans le lagon, nos enfants s'y baignent. Et après, derrière, même pire que ça, c'est que beaucoup de gens se nourrissent des poissons qui sont dans le lagon. Donc, à un moment donné, cette prise de conscience, elle doit être vraiment collective. C'est de la même manière que pour tout ce qui était la gestion des déchets. Je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait une politique du pays qui est mise en place depuis plusieurs dizaines d'années quand même. Mais tout ça ne servira à rien si la population ne s'approprie pas de cet enjeu. Et c'est d'autant plus important puisque l'on vient de souligner sanitaire, environnemental, social, mais aussi économique, du coup, Étienne? Oui, alors en fait, dans le cadre de la politique de l'eau, on a créé un document qui est disponible sur le site de la Direction de l'Environnement et qui a été transmis à toutes les communes. C'est un document sur les conséquences d'une mauvaise gestion des eaux usées. Souvent, on parle de l'aspect sanitaire, les maladies hydriques, maladies de peau, etc. Lorsqu'on se baigne dans des eaux polluées. Il y a aussi l'aspect environnemental, protection de la ressource en eau, des rivières, donc les eaux superficielles, les rivières, les eaux souterraines, et puis aussi après, même la qualité des eaux de baignade qui est importante. Et puis après, on a d'autres domaines que l'on oublie souvent, mais la partie économique, puisque le pays quand même vit, la principale activité, c'est l'activité touristique, voilà, c'est très important. On a la biodiversité aussi qui attire les touristes, et aussi après, on a tout ce qui est culturel. Une rivière qui est négligée, où il y a des eaux usées qui se déversent dedans, finalement, la population, après, voit cette rivière comme un égout. Oui. Et en fait, tout l'aspect culturel, les légendes, etc., disparaissent. Donc, il y a beaucoup d'enjeux économiques, culturels, sociaux aussi. Souvent, dans les lotissements sociaux, on a les stations d'épuration qui méritent d'être rénovées. Ça crée des problèmes d'odeur, d'insalubrité, etc. C'est très important aussi, lorsque tu parlais de l'état de l'environnement sur tout ce domaine, l'assainissement. On a beaucoup d'installations, qu'elles soient individuelles ou semi-collectives, on va dire, qui ne sont pas entretenues. On attend que la station casse, qu'il y ait un gros problème de pollution avant d'anticiper, alors que c'est quand même des coûts très importants. Pour un assainissement individuel, ça peut être entre 700 000 en moyenne francs. Pour des petites stations, c'est 10 à 20 millions, c'est des coûts importants. Et puis après, pour des stations collectives, c'est plusieurs milliards. Et ça s'anticipe.
Voilà. Ça me permet justement de pouvoir rebondir. Tout ça, ça coûte cher. Finalement, comment est-ce qu'est financé ce service? On parle surtout de la redevance assainissement, Nicolas? En réalité, c'est vrai qu'il y a la redevance assainissement. C'est comme pour l'eau, comme pour les déchets, pour tout le reste. Les administrés doivent faire face à cette redevance. Mais bon, après, il y a une autre particularité, on va pas parler juridique, mais bon, c'est la délibération de 1987 sur laquelle on est en train de travailler pour la faire évoluer juridiquement. Mais à l'intérieur, il est bien précisé qu'il y a aussi en plus un droit de raccordement à des réseaux collectifs qu'on appelle la PFAC. C'est la participation financière à l'assainissement collectif. Mais de cette redevance, nous ne pouvons pas mettre en place de l'ingénierie financière pour imaginer les investissements futurs. Même si la réglementation nous oblige à amortir toutes ces installations et donc de nous conférer des charges supplémentaires pour avoir effectivement des amortissements qu'on appelle, c'est un peu technique, excusez-moi du terme, de caducité, il n'en demeure pas moins qu'on est obligé de faire appel à des cofinanceurs. Il se trouve qu'en l'occurrence, que ce soit Papeete, aujourd'hui maintenant la Comcom de Papeete, Pirée, Aroué et Punavia à son époque, à la fin des années 90 au début des années 2000, chance à nous. Pourquoi? Parce que la grosse partie du financement a été assurée par le FED, le Fonds européen de développement. Maintenant, j'aimerais bien rajouter qu'aujourd'hui, c'est vrai, on nous a montré du doigt ces derniers temps. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un héritage. Je suis à la tête de la SEM depuis 2021 et j'essaie de faire le nécessaire. On essaie avec l'équipe, mais je ne suis pas tout seul, de trouver des solutions parce qu'on nous a montré du doigt, parce qu'on a un émissaire qui sert à récupérer les eaux une fois qu'ils sont traités et à être rejetés au large de la passe de Tabuna. Mais malheureusement, cet émissaire, il est dégradé prématurément et régulièrement, il subit des casses. Donc, on est en plein dans la phase des travaux d'amélioration de la station d'épuration. Tu vas voir où je vais en arriver tout à l'heure, Harry. Et de la construction du nouvel émissaire. Il faut savoir que l'émissaire en question, c'est un truc qui fait 1,4 km. C'est avec une technologie qu'on appelle PEHD, c'est un truc en plastique noir qui fait 56 cm de diamètre. Mais ça coûte énormément d'argent. En gros, l'enveloppe, c'est à peu près presque 2 milliards. Pour faire passer un message à la population, finalement, Timiré, je me tourne vers toi, est-ce que la population peut aider, entre guillemets, tout ce système, déjà en ne se raccordant pas à n'importe quel tuyau, par exemple? Déjà, obtenir un permis de construire, parce que dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire, on vérifie justement si le projet peut être raccordé à un système d'assainissement collectif. Et donc, à ce titre, on demande des attestations justement aux porteurs de projets de raccordement, donc vers un tabouret. Voilà. Et ensuite, pour le coup, on va dire les contraindre, pour le bien de tous, d'assainir leurs eaux. Comme Nicolas l'a dit, finalement, j'ai l'impression que les gens ne sont pas assez sensibilisés là-dessus. Et quoi, rapidement? Oui, tout à fait, parce que ça représente un coût à l'investissement, mais il ne faut surtout pas oublier que ça s'entretient aussi, que ce soit à la maison sur une fosse septique. Une fosse septique s'entretient, elle se vidange régulièrement. Les coûts d'exploitation d'une station d'épuration et d'un réseau collectif, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça coûte des agents techniques qui vont devoir faire un suivi de maintenance régulier. Donc en fait, c'est ce coût-là d'exploitation, de maintenance qui doit être impacté dans la redevance. Et si tout le monde y met un peu de sa poche, quelque part, de manière collective, que ce soit à la maison en entretenant sa fosse ou en payant sa redevance quand on est raccordé à un réseau collectif, tout le monde participe quelque part à améliorer son environnement et à traiter ses eaux usées convenablement. On est bientôt sur la fin de l'émission, on pourrait en parler encore des heures, mais Étienne, rapidement, je voulais voir que j'ai vu que tu avais une réaction. Non, en fait, on parle souvent d'assainissement collectif, mais il faut oublier aussi tout ce qui est assainissement autonome, donc l'assainissement individuel. Les communes, certaines communes ont le service d'assainissement collectif, mais dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, elles doivent aussi mettre en place, depuis fin 2024, l'assainissement, le fameux service public d'assainissement non collectif, le SPANC. Et dans ce cadre-là, normalement, il y a des agents qui doivent aller vérifier l'état des fosses, si elles sont bien étanches, si le système fonctionne bien, s'ils ont été vidangés, parce qu'on n'attend pas que ça déborde pour vidanger. Ah mince, il faut faire quelque chose. Exactement. Et puis souvent, il y a des fosses qui sont tellement vétustes que ça connecte directement dans la nappe. Donc en fait, on évacue nos boues directement dans la nappe phréatique, ce qui n'est pas bon du tout. Donc ça, c'est des services qui vont se mettre en œuvre. Les communes n'avaient pas encore mis en place ces services parce qu'il manquait l'ossature juridique pour le faire. Maintenant, elles peuvent... Dernièrement, il y a eu le CGCT qui a été modifié et donc elles peuvent lever une redevance maintenant sur ce service public d'assainissement non collectif. Et puis, comme tu le disais, Nicolas, il y a l'actualisation de la réglementation locale
qui est en cours et qui va permettre du coup aux communes de mettre en place ce nouveau service public d'assainissement non collectif. Donc il y aura aussi un coût pour le suivi et le contrôle de ces assainissements. Donc, pour se renseigner finalement, il faut déjà se rapprocher de sa commune, je suppose, et surtout vous renseigner sur les différents sites. Donc, le site de la DIREN, par exemple, service-public.pf/DIREN, celui de la DCA aussi. C'est la même chose, service-public.pf/DCA cette fois-ci. Et c'est surtout là-dessus que vous allez pouvoir avoir des visuels sur les différentes permis de construire et puis vous renseigner directement avec eux. Et vous avez bien sûr les différents SEM présents sur le plateau, à savoir veitama.pf et teoranoananhei.pf. Merci beaucoup à toutes et à si tous. tu veux bien, j'aimerais bien passer juste un dernier message très rapidement. Il nous reste une petite trentaine de secondes. Ben voilà, moi ce que je voulais dire en fait, en réalité, l'environnement c'est un peu comme la santé. Vous savez très bien que la santé n'a pas de prix. Ben, l'environnement, c'est la même chose, mais malheureusement, ça a un coût. Voilà, tout simplement. Bon, bien sûr, tu avais compris qu'il nous restait 30 secondes et pas 30 minutes. Merci beaucoup de nous avoir... ça m'a pris. Merci à vous d'être intervenus pour ce sujet qui n'est pas assez, diffusé, j'ai l'impression. Bon appétit si vous êtes à table. Oh, c'est peut-être pas la bonne phrase, mais c'est pas grave. Bonne soirée sur TMTV. Ouais. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Maruru itotato farerir a trahuma parhiana.